Et on se retrouve en direct sur iTélé avec notre invité Mathieu Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Président d'Altermind, enseignant à Sciences Po, essayiste, auteur de nombreux livres. Vous avez une position originale sur l'échiquier politique, c'est que vous conseillez deux des candidats à la présidentielle, à savoir à la fois Emmanuel Macron et François Fillon. On y reviendra dans un instant. Un commentaire d'abord rapide sur la primaire de la gauche, dernier débat télévisé ce soir, avec un affrontement Valls-Hamon sur fond de deux gauches totalement opposées. Qu'est-ce que cela veut dire, ces deux gauches? Est-ce qu'elles pourront un jour se rassembler ou pas? Je crois que Manuel Valls avait raison de dire qu'il y a deux gauches irréconciliables dans le cadre du Parti socialiste et que la victoire probable de Benoît Hamon va finir de tuer cette espèce d'incompatibilité entre deux visions de la gauche. Et la montée en puissance d'Emmanuel Macron l'achève d'autant plus. Finalement, si Benoît Hamon est bien qualifié, c'est une forme de corbinisation du Parti socialiste qui se met en place. À la britannique, donc. À la britannique, au sens où c'est une gauche fondamentalement irréaliste, fondamentalement interventionniste, fondamentalement généreuse, mais avec de l'argent qui n'est plus là, qui triomphera. Donc c'est une gauche du rêve, mais qui finalement, à mon sens, délivrerait des cauchemars. En fait, c'est une gauche qui, si Benoît Hamon se qualifie au final, est une gauche qui va se réduire comme peau de chagrin et qui deviendra la roue de secours de M. Mélenchon. Alors, est-ce que vous vous apprêtez, dans les rangs d'Emmanuel Macron, à accueillir de nombreux transfuges du Parti socialiste, des déçus qui soutenaient Emmanuel Valls? Et comment est-ce que vous allez gérer cet afflux qui pourrait arriver la semaine prochaine? Alors, moi, je ne suis pas dans En Marche, ni voilà, je suis un ami d'Emmanuel Macron et j'ai le bonheur de pouvoir échanger avec lui. Donc, je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit, d'ailleurs, dans tout ça. On y reviendra sans doute. Je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est face à un défi très intéressant. C'est que sa montée en puissance exceptionnelle, c'est totalement inédit dans ce pays de voir quelqu'un qui n'était pas existant il n'y a pas si longtemps et qui vient faire une offre nouvelle au-delà des partis traditionnels. Eh bien, cette montée en puissance, avec un discours neuf, lui permet effectivement de proposer quelque chose qui peut plaire, j'allais dire, aux gens raisonnables de la gauche, du centre, mais également potentiellement de la droite. Alors jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un homme formidablement intelligent et qui a à cœur de réconcilier, j'allais dire, la gauche et le centre avec le travail. Et il le fait bien. Moi, ce que j'attends de lui désormais, il le sait, on en parle très régulièrement, c'est qu'il puisse, après un début de campagne dans lequel on l'a vu assez généreux dans certaines de ses propositions, dont on pourrait même considérer qu'il y a un certain nombre de dépenses derrière tout cela. Quand il parle du remboursement des lunettes, du remboursement des frais dentaires, etc., ce qui je comprends très bien. Ou quand il dit même aussi, parce que c'est une bonne opportunité pour créer de la fluidité dans le marché du travail, que la personne qui va démissionner, qui va en quelque sorte licencier son patron, va pouvoir toucher lui aussi le chômage. Voilà, je peux comprendre. Il y a vraiment une logique sous-jacente intéressante sur le plan de la fluidité et de la circulation dans l'économie. Cependant, il est nécessaire, à mon sens, non seulement pour gagner, mais surtout pour que ce pays se réforme véritablement, qu'il annonce que par ailleurs, et ça c'est, j'allais dire, le rendez-vous que nous nous sommes donné sur février et sur mars, comment il va recréer les bonnes incitations pour que ceux qui réussissent, qui travaillent, qui entreprennent, soient véritablement récompensés de cela, comment on va casser cette logique où on est obsédé, et je peux le comprendre, par les inégalités, mais où à force de l'être, on finit finalement par faire partir des gens extrêmement talentueux en dehors de chez nous, qui créent des emplois ailleurs plutôt que chez nous. Comment il va pouvoir faire passer la dépense publique de 57% à 50%. Bref, comment il va aussi réconcilier la politique qui, depuis 20 ans, avec une formule rapide, mais qui est une forme de politique du socialisme de droite et du socialisme de gauche, eh bien, cet échec-là doit laisser la place à quelqu'un qui comprend le nouveau monde, qui comprend la société ouverte, et c'est son cas, mais qui doit nous réconcilier avec les bonnes incitations. Et puis, il doit aussi, je pense, si l'on raisonne sur sa capacité à être un chef d'État, je suis personnellement convaincu que ça peut être un très grand chef d'État, eh bien, il va falloir qu'il montre aux uns et aux autres, et notamment à une partie de l'électorat de droite, qu'il pourra être à la table de M. Trump ou de M. Poutine et saura défendre les intérêts de la France. J'en suis convaincu, il va falloir qu'il en donne quelques Alors, témoignages. Effectivement, il travaille sa stature internationale avec ce voyage au Liban en ce moment. Il était en Allemagne il y a quelques jours. Est-ce que vous le conseillez aussi d'aller travailler sur la fiscalité? Est-ce que vous le conseillez un choc fiscal pour permettre d'aller évidemment plus loin que le CICE, qu'il avait initié au gouvernement, et qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Écoutez, moi, vous savez, je suis un amoureux de la liberté, donc j'ai à cœur de pouvoir convaincre les hommes politiques avec lesquels je parle d'aller vers plus de liberté. On parlera de François Fillon sans doute après, parce que ça peut paraître étrange que je puisse parler aux deux, mais en fait, c'est cette sincérité qui permet de parler à chacun.
Quand je parle à Emmanuel Macron, qui donc en gros a la vision progressiste de cet amour de la liberté que je partage avec lui, il est incompatible selon moi de porter cet amour de la liberté sans derrière pouvoir effectivement créer par la fiscalité ou par une réforme du droit du travail qui aille plus loin même encore que ce qu'il a commencé à dire, c'est-à-dire comment vous créez les incitations pour que chacun puisse se déployer, créer son entreprise, réussir. Et le constat que nous avions fait, puisqu'on se connaît depuis longtemps, quand il était d'abord conseiller puis ministre, c'est qu'on se rendait bien compte qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il voulait proposer, sur lesquelles il était même quasiment obligé de s'auto-censurer, parce que l'environnement, le président de la République, les parlementaires l'empêchaient d'aller aussi loin. Donc s'il veut être un grand président, et il peut l'être, il faut qu'il propose un vrai choc fiscal. François Fillon, l'affaire du jour, c'est donc l'affaire des indemnités pour un emploi présumé fictif pour son épouse, Pénélope Fillon. C'est évidemment quelque chose qui vient percuter très violemment sa campagne politique, qui était faite sur son image de probité et d'honnêteté. Vous connaissez bien François Fillon. Vous imaginez qu'il est personnellement touché par cette affaire ? J'imagine qu'on est perturbé, tout être humain qui est perturbé par ce genre d'action avec un parquet saisi, c'est forcément quelque chose de très désagréable. Je ne peux absolument pas me prononcer sur cette affaire parce que je ne la connais pas. Moi, j'ai le sentiment de toutes les relations que j'ai pu avoir avec lui, que c'est un homme honnête et sinon, j'aurais jamais échangé avec lui. Et j'en suis absolument convaincu. Maintenant, j'en sais rien. Et il est important que la vie politique se nettoie de toute personne qui n'aurait pas été honnête à tous égards. Et je pense que toutes les personnes en charge de vérifier tout cela pourront le faire. Il y a sans doute pour lui la possibilité, je le souhaite en tout cas, qu'il puisse démontrer en tout cas que son épouse a véritablement travaillé en contrepartie de la rémunération perçue. Mais bon, à la limite, c'est pas vraiment mon affaire. Moi, mon affaire, c'est le monde des idées et comment on peut passer au concret. Et sa campagne, voilà. Et voilà, et c'est sa campagne. Alors, dans cette campagne, il a prévu quelques difficultés au début. Certains estiment qu'il devrait passer d'un programme un peu rude, du sang et des larmes, à quelque chose de plus acceptable par l'ensemble de la population. Oui, il y a deux choses à dire à ce sujet, à mon sens. Ça fait 2 ans qu'on échange et ça fait 2 ans que j'étais d'ailleurs à l'époque, il était vraiment très très bas dans les sondages. Donc vous voyez, le choix ne se fait pas par opportunisme mais par le fondement des idées. Il m'a apparu comme étant le meilleur candidat à droite pour pouvoir porter, sous une vision qui est sans doute pour lui plus conservatrice, parfois trop par rapport à mes idées, mais en tout cas un programme de réforme économique réaliste, raisonnable, qui a été caricaturé et qui est un bon programme à mon sens. Et dans cet esprit, son rapport à la réforme du droit du travail, à la suppression des 35 heures et comment il l'amène, y compris à la réduction du nombre de fonctionnaires. Il n'est pas obsédé par l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires et il sait très bien que sur les fonctions importantes, que ce soit l'enseignant, le policier ou le médecin, là-dessus il faudra le préserver. Mais il est objectivement clair que dans les fonctions support, on peut remettre en cause un certain nombre de choses. Donc je trouve que d'abord c'est un bon programme et c'est à la fois audacieux, courageux et enfin bienvenu. Par ailleurs, je fais partie de ceux, je ne raconte aucun de nos secrets, mais je fais partie de ceux, et je l'ai écrit, qui effectivement ont à cœur, parce que je suis un amoureux de la liberté, de sortir d'un discours qui paraît punitif. Il n'y a rien de punitif dans la liberté, c'est l'émancipation qui est derrière. C'est la capacité à redire à chacun que d'où qu'il vienne, d'où qu'il parte, il puisse réussir vraiment et bénéficier du fruit de ses efforts et de son travail. Donc ce n'est pas une punition qu'il propose, c'est véritablement une opportunité. Et c'est ça qui doit réussir, s'il en a l'opportunité, je le souhaite, mais c'est ça qu'il doit réussir à porter. Ce n'est pas un peu compliqué, schizophrène, de parler à ces deux candidats qui risquent de s'affronter dans les mois qui arrivent? Autant dans le monde des affaires, qui est avant tout le mien, et je fais très attention aux conflits d'intérêts, et je n'en fais aucun. Autant dans celui-ci, je suis dans l'amitié, je ne suis rémunéré par personne. Et je suis obsédé par l'idée de porter la liberté. J'ai d'abord parlé à Emmanuel depuis longtemps. Je découvre, grâce à Henri de Castres, François Fillon, il y a 2 ans. Chacun était, j'allais dire, dans un couloir, puisqu'il y avait la primaire à droite et puis l'autre, finalement, est parti directement sur la présidentielle. L'un et l'autre étaient au courant, bien sûr, et le sont toujours. Et au moment où François Fillon se qualifie, je pensais que l'un et l'autre allaient me demander de choisir. Et aucun des deux m'a demandé de choisir, et j'en étais ravi. Ma seule obsession, c'est de porter les idées que l'homme politique libéral, l'homme politique de droite puisse... avec son approche conservatrice, mais réconcilié avec l'économie de marché, puisse le porter au mieux, donc le porter vers la liberté, mais dans son camp, en respectant son ADN, et Emmanuel Macron, avec cette nouvelle offre, puisse le faire également. Donc j'ai pu dire un jour que j'étais leur Jiminy Cricket libéral. Eh bien, c'est vraiment mon obsession, et je dois dire que c'est passionnant. Un dernier mot sur Donald Trump, qui secoue l'establishment à Washington, mais qui s'en prend aussi à l'Union européenne, qui incite tous les pays européens à faire comme la Grande-Bretagne, de faire le Brexit. Est-ce que ça ne va pas provoquer un choc et une prise
prise de conscience chez les Européens qu'il faut qu'ils agissent peut-être? Sans aucun doute, je vis en Angleterre où je vis le Brexit au quotidien. C'est extrêmement intéressant comme situation. Et vous avez d'ailleurs 1000 explications du Brexit entre ceux qui avaient un fondement surtout anti-immigration et d'autres qui considéraient que c'était potentiellement une opportunité pour faire de l'Angleterre un pays plus libéral encore, ou d'autres qui s'inquiétaient du trop grand nombre de normes européennes. C'est une magnifique opportunité que nous offre et le Brexit et M. Trump, qui nous regarde avec défiance, que de pouvoir se retrouver entre nous à identifier la meilleure des stratégies possibles entre nous, encore une fois. Et elle ne peut être portée, je ne vais pas vous surprendre, que par l'idéal de liberté. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu Laine, d'être venu ce soir sur iTélé pour nous parler à la fois d'Emmanuel Macron, de François Fillon et de votre vision de la liberté. Je renvoie d'ailleurs à votre livre, Le Dictionnaire amoureux de la liberté. Une ode, évidemment, à cette notion qui nous est chère en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mathieu Laine. Dans un instant, la météo et le journal sur IA. À tout de suite.